Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, il affiche plus de 800 000 abonnés, tous réseaux sociaux confondus. Ange Sacchetti, alias Podcast Teens, publie un guide de survie au lycée. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est un anniversaire, celui des 20 ans de l'adhésion de Chypre à l'Union européenne. Les programmes, évidemment, ceux d'histoire. Rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier. C'est le cours particulier. On va partir au Danemark à la découverte d'une grande figure de la pédagogie, Grundtvig. Vous ne connaissiez pas, vous allez connaître. C'est à la fin du XVIIIe siècle, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Les enfants s'inventent parfois des amis imaginaires pour les rassurer. Eh bien, les lycéennes et les lycéens ont désormais un ami tangible, le guide de survie que publie Ange Sacchetti. 257 000 followers sur Insta, 536 000 sur TikTok. On le retrouve aussi en podcast et sur YouTube. C'est d'ailleurs sur les podcasts que l'aventure avait commencé. Ange, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui étudiant à Sciences Po. Votre expérience, vos conseils, vous les partagiez déjà sur les réseaux. Vous en avez donc fait ce livre qui vient de sortir aux éditions Mania. On va commencer par la fin de l'histoire, juste pour poser le cadre. Donc, moyenne au bac. 18. Voilà, de moyenne. C'est ça. Ce qui est quand même pas mal. Vous aviez choisi quelle combinaison d'options, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus lire ABCD? J'avais choisi en première mathématiques, géopolitique et SES, voilà, avant d'abandonner SES. Et en gardant histoire, géographie, GGSP. C'est ça, et mathématiques. Surtout, ce qui ressort du livre, c'est que vous vous vantez, un peu de vos notes, elles sont bonnes, vous avez le droit. Vous dites surtout, j'ai été un lycéen heureux, et c'est ça qui compte le plus. Oui. Je pense qu'on voit tous le lycée comme quelque chose de super compliqué, avec beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de charges. La charge mentale de l'orientation quand on est en seconde. En première, quel spé il faut abandonner, mais aussi, de façon générale, le bac de français. Et puis enfin, en terminale, on a le grand oral, Parcoursup, les épreuves du bac. C'est énormément de pression, c'est vraiment difficile à gérer pour beaucoup d'étudiants. Et c'est pour ça que j'avais développé des méthodes à partir de la 4e, parce qu'avant, j'avais pas des très bonnes notes. Alors, puisque vous en parlez, j'aurais pas osé, Au collège, c'était pas ça. Non. non, j'aimais pas l'école. Ouais. J'étais en 4e, et même avant la 4e, je faisais le strict minimum. Je rentrais chez moi le soir, je regardais YouTube, je faisais pas mes devoirs. J'étais tranquille, j'y vais la Belgique. Parents. Ça allait, ça passait, c'était pas glorieux. Et je me rappelle encore cette fois où on était en classe et les professeurs nous avaient on avait pris 5 à 10 de personnes dans la classe et nous avaient dit ça n'est plus possible. Vous ne pouvez plus agir comme ça. Genre l'intervention solennelle. Il faut qu'on parle. Je m'en foutais. Puis il y a eu le confinement et en fait pendant le confinement j'étais enfermé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et je me suis dit pour qui travailler de chez moi, autant travailler, autant réviser. Et je suis passé de 12 à 16 de moyenne. Wow. J'ai développé des méthodes. Arrivé au lycée, je suis passé de 16 à 18. Et c'est là où vraiment j'ai pu m'épanouir, avoir des bonnes notes, faire mes projets. Et comme vous l'avez dit, être heureux. Et arrivé à Sciences Po Paris, maintenant c'est 20. De quoi? 20 de moyenne maintenant à Sciences Po, non? Espérons. Les premières notes ne sont pas encore rentrées. Remontons le fil. Élève donc moyen quand vous arrivez au lycée. Élève pas super à l'aise non plus. Vous décrivez une journée de rentrée où vous vous planquez un peu derrière votre téléphone. Oui, j'avais changé entre le collège et le lycée. Et il y a plein d'élèves pour qui c'est le cas d'arriver dans un lycée où ils connaissent personne, où c'est un peu compliqué de se faire des amis, de se faire des connaissances. Donc on est juste là à attendre que les portes ouvrent, que la journée se passe. Et c'est un peu compliqué. C'est aussi ça que j'ai voulu mettre en avant dans le livre. On n'est jamais seul dans ces situations-là. Et j'avais pas envie que les gens se sentent seuls. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le guide. Et c'est pour ça que j'ai présenté le bouquin comme un bouquin qui est un peu l'ami imaginaire dont on peut se doter. Vous revenez beaucoup là-dessus sur l'image du copain. Alors vous prenez par classe à un moment donné, vous avez résumé les grands enjeux de la seconde, de la première, de la terminale. Évidemment, on y reviendra. Mais avant même de commencer à raconter les enjeux des différentes classes, il y a une séance débunkage au début, le mythe contre les réalités. On ne va pas tous les citer, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y en a qui est important, me semble-t-il, au lycée, les profs s'en foutent de moi. Non, pas du tout. Oui, c'est vrai. On a l'impression que on est là, on travaille seul. Le prof, il donne la copie et c'est fini. Mais franchement, je pense qu'au lycée, c'est le meilleur moment pour s'améliorer et pour demander aux professeurs de nous aider à nous améliorer. C'est pas la fac encore. Les profs, ils sont là pour nous. Et moi, ce que je faisais souvent, c'est que j'allais voir des profs et je leur disais
par exemple, pourquoi est-ce que j'ai eu cette note ? Pas en essayant de négocier la note parce que ça c'est mal vu, mais juste essayer de comprendre pour m'améliorer, pour faire mieux la prochaine fois et pour finalement développer des méthodes, acquérir des connaissances différentes et souvent ça me permettait moi aussi de m'améliorer. Et là vous êtes toujours bien reçu? Au lycée, oui. À Sciences Po, je n'ai pas encore testé. On parle du lycée parce que le bouquin, c'est le guide de survie au lycée. Gageons que vous ferez un guide de survie à Sciences Po dans quelques années. Ces enseignants à qui vous allez poser des questions, en fait, ce truc qui consiste à poser des questions aux gens pour rentrer en relation, pour vous, c'est valable en toutes circonstances parce que c'est aussi le conseil que vous donnez aux lycéennes, aux lycéens qui n'ont pas de potes en disant bonne façon de commencer, c'est d'aller voir un groupe, pas avoir trop la trouille, poser une question, on verra bien ce qui se passe. Exactement. J'avais lu un livre que j'avais adoré qui parlait justement de comment se faire des amis, comment aborder les gens et comment rapidement, quand on connaît pas des gens, en connaître. Et une des méthodes qui était donnée justement, c'est d'aller voir des gens qu'on connaît pas et de leur poser une question, de leur demander, je sais pas, quelle heure il est ce que tu sais dans quelle classe on va, est-ce que tu as entendu parler de ce prof. Et la plupart du temps, ça se passe bien parce que la personne elle répond exactement. Ouais. Et ça enclenche la discussion. Et comme ça, de fil en aiguille, on peut construire des amitiés solides. Alors, il y a plein de trucs comme ça dans le bouquin, très opérationnels. Ça permet vraiment concrètement d'essayer de changer la vie. Il y a aussi plein de conseils généraux. Et alors là, Ange, je dois vous dire que le père qui sommeille en moi a adoré tous vos conseils. C'est des vrais conseils de daron. Alors, d'abord, il y a un conseil sur il faut faire preuve de discipline. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, on parle tout le temps de la motivation. Ouais. Il faut être motivé, il faut faire ci, il faut faire ça. Motivation, motivation, motivation. Mais en vrai, la motivation, comme je le dis, c'est un peu comme des montagnes russes. Parce que, un jour, on est super motivé, on fait plein de choses, et puis l'autre, on a envie de rien faire, et on rentre chez soi, et on regarde YouTube au lieu de faire des devoirs. Alors que la discipline, c'est avoir un objectif, savoir ce qu'on veut faire, continuer à travailler, même quand on n'en a pas envie, pour atteindre l'objectif. Et c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Et ça, c'est quelque chose de stable. C'est ça. Deuxième conseil de daron que j'adore, dormir. Mieux vaut un sommeil sincère que des révisions hypocrites, dites-vous. Oui, pareil, le sommeil, c'est hyper important parce que ça permet de mieux retenir, ça permet d'être mieux concentré. Et moi, je m'étais fait ce pacte à moi-même. Si un jour, tu vois qu'il est vraiment au-delà de minuit, tu vas dormir, peu importe ce qui se passe. Parce que ok, il y a des devoirs, ok, il y a des choses à réviser, mais rien ne vaut vraiment un bon sommeil. Et là où vous gagnez la médaille olympique dans la catégorie des darons, ce conseil, jette ton téléphone par la fenêtre. Aussi. Et ouais. Et oui, parce que des études ont prouvé que le téléphone déconcentrait beaucoup plus. À partir du moment où on l'avait dans notre champ de vision, on y pensait. Et ce que je faisais, c'est que je prenais le téléphone, j'allais me mettre dans ma cuisine, je revenais, je travaillais. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande à tous les lycéens, tous les collégiens, toutes les personnes qui veulent travailler efficacement. C'est de se débarrasser du téléphone. Quand on est sur des cahiers ou sur un ordinateur, on n'en a pas besoin. Voilà, et donc ça vaut pour les parents. Moi, franchement, en tant que parent, c'est un livre, évidemment, que je laisse volontiers traîner sur la table du salon pour que les enfants le lisent. Parce que peut-être que le conseil donné par vous, que tous ces conseils donnés par vous, ça passera mieux. Quand c'est donné par les parents, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut avouer, ça ne marche pas forcément à tous les coups. Ange Sacchetti, guide de survie au lycée, c'est chez Magnard. Augmente ta moyenne de 4 points. Assure pendant tes 3 années au lycée ton kit de survie pour tout gérer. On se retrouve juste après l'anti-sèche, Guillaume Buran. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien? Ça va. Il est question d'Europe aujourd'hui dans notre anti-sèche. L'actu sur laquelle on rebondit, c'est les 20 ans, actu anniversaire d'entrée de Chypre au sein de l'Union européenne. Effectivement, et pour que vous ayez une petite idée d'où se situe Chypre d'un point de vue géographique, j'ai sorti cette carte, effectivement. C'est entre la Turquie, Israël, la Grèce, la Syrie, à peine 9253 km², 1,5 million d'habitants. Il faut savoir que la République de Chypre est indépendante depuis 1960, mais elle est divisée à l'intérieur depuis l'intervention turque en 1974. En gros, la République turque de Chypre Nord n'est reconnue que par Ankara, donc en Turquie, tandis que les Chypriotes grecs sont regroupés au sud de l'île et donc a déposé sa demande d'adhésion à la communauté européenne, c'était en 1990. Et donc l'adhésion a été officialisée, il est bon de le rappeler, le 1er mai 2004. Il aura fallu attendre un petit peu de temps et c'est tout l'ensemble de l'île qui fait partie de l'Union européenne, le Nord
comme le Sud. Comment elle s'est construite l'Union européenne? C'est peut-être l'occasion de réviser ça, parce qu'on ne fait pas non plus 3 heures sur Chypre quand on est au lycée, mais ça s'inscrit là-dedans. Mais on parle de l'Europe, c'est ça. Effectivement. L'idée, elle est très ancienne en fait. C'est après la Seconde Guerre mondiale, les premières pierres ont donc été posées. C'est ce que m'a expliqué justement un professeur d'histoire, Adrien Der. Et donc, c'est dans un contexte d'après-guerre où les pays européens souhaitent bien sûr construire la paix après les échecs de l'après-Première Guerre mondiale, avec la conscience que l'Europe a été le théâtre de conflits majeurs au cours du XXe siècle. Et donc, l'urgence de construire la paix a été un élément moteur de la construction européenne. Alors, en 1957, il y avait 6 pays fondateurs de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique à l'origine de l'Union européenne. Vous le savez, j'en suis sûr, hein, on a la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Après, la question qui se pose, c'est l'élargissement, parce que 6 pays, c'est bien, mais aujourd'hui, on en compte beaucoup, on est d'accord. Et cela a été progressif, notamment lors de la deuxième partie du XXe siècle. Écoutez le professeur d'histoire. En 1973, c'est l'entrée du Royaume-Uni qui a été acceptée au bout de sa deuxième candidature. Ensuite, l'Europe s'est élargie vers le sud en intégrant l'Espagne, le Portugal, suite à l'effondrement de la dictature, que ce soit la dictature de Franco ou la dictature de Salazar. La Grèce aussi, après la fin de la dictature des militaires. Donc, si vous voulez, l'accession à la démocratie a entraîné un certain nombre d'adhésions. Et puis, plus récemment, l'effondrement du bloc de l'Est et de l'URSS à partir de 1991 a aussi tourné les pays d'Europe de l'Est vers l'Union européenne. On le comprend, il y a un intérêt pour l'Union européenne à accueillir de nouveaux pays, un intérêt évident pour ces nouveaux pays d'entrer dans l'Union européenne. En fait, c'est un deal gagnant-gagnant. Ouais, effectivement, en fait, il y a un intérêt notamment pour l'Union européenne, c'est de diffuser son modèle de démocratie, intégrer un maximum de pays pour fortifier, là aussi, et diffuser son modèle. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages pour tous les pays qui souhaitent intégrer l'UE. Écoutez justement le prof d'histoire. C'est aussi s'intégrer à un marché commun. Donc, il y a des raisons économiques. C'est aussi avoir accès à un certain nombre d'aides au développement à travers les fonds européens, que ce soit le FEDER pour les régions ou le FSE, le Fonds social européen. C'est aussi choisir un positionnement géopolitique. On le voit notamment avec les nouveaux pays qui ont déposé leur candidature. Je pense à la Géorgie, dans le cadre d'une opposition à la Russie, ou que ce soit l'Ukraine. Donc, c'est aussi accélérer un positionnement géopolitique et puis se mettre un petit peu sous la protection de cette Union européenne dans un monde qui est de plus en plus conflictuel. Alors, pour adhérer également, il faut que ces pays aient une économie de marché, que ce soit une démocratie, bref, qui respecte en fait l'ADN de l'Union européenne. Et l'Union européenne qu'on retrouve beaucoup dans les programmes scolaires en fait. Effectivement, histoire, géographie, pas de jaloux dans les 2 cas, et vous connaissez, vous en savez quelque chose. C'est d'ailleurs un chapitre qui est hyper important dans le programme. Écoutez. On l'aborde à travers l'angle historique, c'est-à-dire à travers l'histoire de la construction européenne, mais aussi à travers la géographie. L'apparition d'un nouvel échelon, d'une nouvelle gouvernance, contribue à transformer les territoires européens. Et puis, il est question également d'euroscepticisme, un mouvement de contestation. Là aussi, j'en ai discuté avec le professeur d'histoire, qui va au-delà de la politique. Vraiment, beaucoup de personnes pensent là, que vous soyez de gauche, du centre, de droite ou d'extrême droite, bien qu'il m'a dit que c'était l'extrême droite qui prônait justement cet euroscepticisme. La recrudescence aussi du nationalisme, on a vu lors des dernières élections, qu'elles soient européennes ou encore législatives. Alors, il est bon de savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même 9 pays. Voilà, il y a de l'euroscepticisme, mais il y a des candidats. Certains veulent rentrer, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, entre autres, qui veulent intégrer l'UE. Merci beaucoup, cher Guillaume, pour cette anti-sèche Union européenne. On retrouve Ange Sacchetti, le guide de survie au lycée, c'est chez Magnard. Ce guide de survie au lycée qui est donc un super bouquin pour les parents. Parfois, il y a des conseils, ça nous plaît moins, Ange, je vous le dis là encore en tant que daron, mais vous vous rattrapez un peu. Par exemple, vous dites qu'il faut binger, je vous cite, c'est-à-dire regarder à forte dose Netflix. Alors, quand vous dites Netflix, je pense que ça vaut pour Amazon, Disney, Apple TV. Mais regardez des séries. Mais... Il faut les regarder en VO, avec les sous-titres en français, mais c'est mieux en anglais. Et ça, c'est vraiment pour améliorer son accent, mais aussi, de façon générale, sa compréhension et son expression dans les différentes langues. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je recommande
à tous les lycéens, à toutes les personnes qui veulent apprendre une langue. Et pareil, votre moyenne en anglais, elle a fait un bond quand vous avez commencé à faire ça. Exactement, je passais de 14 et... Vous partez quand même d'une base qui n'était pas nulle, on se le dit entre nous. Hein. En anglais, ça va. Ouais, voilà. J'avais des facilités. Bon, d'accord. Voilà. Ok. Mais après, j'ai atterri à 19-20. C'est ça, ce qui est quand même pas trop mal. Plein de conseils méthodaux dans votre bouquin, alors des conseils autour du mind mapping, etc., notamment des cartes mentales. Il y a aussi le palais mental. Alors moi, votre palais mental à vous, donc vous allez nous raconter ce que c'est qu'un palais mental, je vais essayer de vous le montrer. Moi, je trouve que ça fait un peu la base du méchant dans un James Bond, mais enfin, c'est pas... non, mais bon... Et voilà, donc je ne sais pas si on voit, donc c'est une espèce d'appartement gigantesque, assez luxueux. Il faut au moins être à Sciences Po et avoir des 20 sur 20 partout pour arriver à se payer ça. Sous l'eau, visiblement, ou en tout cas où il y a une piscine. Oui, il me semble qu'il y a un accès à la mer. Oui, c'est ça, il y a un accès à la mer, accès mer direct. Et alors, donc, on a cette maison dans laquelle il y a des lits, des canapés, des tables. Et comment ça marche dans votre tête? Donc, vous représentez cette maison. En fait, c'est une technique qui a été utilisée pendant la Grèce antique par les philosophes et par plein de personnes différentes, qui est une méthode qui permet de mieux apprendre plus facilement et aussi sur le long terme. Donc on va venir fermer les yeux, s'imaginer dans un endroit. Donc moi j'avais choisi cet endroit parce que je m'y sentais bien et que je le trouvais assez bien quand même pour réviser. Oui, pas mal. Je vous le confirme. Assez cool de faire ces révisions là-bas. Et finalement, chaque objet de la pièce, de l'endroit dans lequel on est, va devenir un élément qu'on veut retenir. Donc par exemple, j'avais mis un tableau qui était devenu une citation, et c'est comme ça que j'ai appris 180 citations pour le bac de français. Waouh! Un tableau. Avec un tableau et une citation, mais après il y avait 180 objets. D'accord. Et donc à chaque objet correspond une citation. Exactement. Vous vous souvenez, ça reste après ou c'est de la mémoire flash? Il faut le faire plusieurs fois pour avoir le rappel actif, mais je me rappelle de quelques objets, oui. Par exemple, objet citation? Une banane, un livre, un stylo. Oula, alors la citation... C'était il y a longtemps. D'accord. Je me souviens des objets. Vous vous souvenez de l'ordre des objets, en tout cas? Exactement. D'accord. C'est un peu les trucs des mentalistes, Fabien Olicard, tout ça, aussi pour la mémorisation, ça marche comme ça. C'est ça, c'est la même idée? C'est ça. Assez génial. Dans les conseils, là encore, que vous donnez, que les parents adorent donner aux enfants, mais ils ne nous écoutent pas toujours, sortez, faites du sport, bougez, aérez-vous. Oui, c'est primordial. Et des fois, on a tendance à l'oublier, à pas le faire, à juste vouloir s'enfermer, travailler. Mais le sport... et de façon générale, les activités, c'est bon pour la santé et pour la santé mentale. Et il suffit de 1 heure par semaine, par exemple, pour beaucoup mieux sentir, avoir l'impression de prendre un peu du recul et pouvoir avancer. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, la santé mentale, c'est un gros sujet pour les ados. Aujourd'hui, vous en faites tout un chapitre, vous, pourquoi? Parce que je pense que c'est trop peu considéré et que... y a très peu de lycées où il y a une psychologue dans le lycée. Il y a très peu de lycées où on peut vraiment trouver des personnes avec qui se confier. Et alors oui, on a des amis, oui, on a des parents, mais on n'a pas trop envie de se confier à nos parents. Et les amis... Ange, c'est pas parce que je vous trouvais sympa jusque-là qu'il faut abuser. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais... Non, mais bien sûr, on a besoin d'un tiers et de tiers de confiance et de professionnels. Exactement. Et donc, il y a ce travail à faire avec les autres, et des fois, on peut pas le faire. Mais la première des choses à faire, c'est aussi un travail intérieur pour bien se sentir avec soi-même. Et déjà, c'est une base solide. Ce que vous rappelez notamment dans un certain nombre d'entretiens, il n'y en a pas beaucoup, mais parfois dans le bouquin, vous dites ça, il vaut mieux aller voir un professionnel, une professionnelle. Donc on a Bertrand Perrier, l'avocat, qu'on a déjà reçu plein de fois dans cette émission et sur School TV, formidable pour nous apprendre les secrets de l'éloquence. Et vous êtes également allé voir Laurence Caruba, là on est en seconde, la seconde c'est la grande année de l'orientation. Effectivement. Ça a remonté vachement par rapport à il y a quelques années d'ailleurs. Bah oui, parce qu'il y a quelques années, on choisissait un peu une filière S, L, ES. Si on était en S, on pouvait faire des choses de ES. Aujourd'hui, c'est des spécialités. On en choisit 3 parmi une très grande liste quand même. Donc on a l'impression de devoir bien choisir ses spécialités, que si on se trompe, c'est la fin, et de devoir connaître le métier qu'on veut faire alors qu'on est qu'en seconde. Et on a 15 ans, 14, on va dire entre 14 et 16 selon la rapidité qu'on y a mis avant. Et ça, c'est extrêmement stressant. Vous suggérez un certain nombre de tests. À vous présenter longuement un test assez connu, c'est le Myers-Briggs. Myers-Briggs. Non, Myers-Briggs. Enfin bon, bref. Le test des tests de personnalité, oui. Celui-là, oui, qui est génial parce qu'il permet un peu de mieux apprendre à se connaître, de mieux apprendre ses forces, ses faiblesses. C'est un test qui se fait gratuitement sur Internet en 32 questions. Et vous l'avez fait et ça vous a donné des idées? Vous avez changé d'avis après avoir fait le test, si je vous ai bien lu? Oui, parce qu'avant, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, c'était un peu flou. Et puis, j'ai vu que j'avais un profil ENTJ, qui est commandant. Il faut traduire. Donc, c'est entrepreneur, si je me souviens bien. Non, c'est extraverti. Extraverti. Je ne me souviens pas de toutes les lettres. Je vais le regarder, je vais vous le retrouver, le Myers-Briggs. J'y arriverai.
Et ça, oui, ça vous a donné une idée de profil? C'est ça, et je me suis dit que comme il m'avait défini comme commandant, et comme finalement, sans vraiment le savoir, je me définissais comme commandant, je me suis dit, j'aime bien. Je vais devenir président de la République. Non, mais c'est comme ça, les histoires commencent comme ça. Les histoires commencent comme ça. Il y a le certain Emmanuel M a fait un jour un texte bizarre, il s'est dit, tiens, j'ai une âme de commandement. Alors, peut-être pas président, mais peut-être travailler dans le commerce. Premier ministre. Quelque chose Super. À voir. Sciences Po après tout. Ouais, Sciences Po après tout. Non, ça recrute beaucoup en plus, ce genre de profession en ce moment. Vos projets maintenant, justement, de manière un petit peu plus sérieuse? Enfin, non, j'étais très sérieux, Premier ministre, ça me va. Eh bien, les projets, il y a eu les réseaux sociaux. Ouais. J'ai commencé en arrivant au lycée. Justement, c'est pendant ma rentrée de seconde que j'ai commencé à donner des conseils. Puis, il y a eu le livre, il y a le site internet, il y a un Discord. Donc, sur le Discord, c'est vraiment... J'aime bien comment vous me regardez, genre, il est quand même un peu vieux, est-ce qu'il va comprendre ce que je lui dis? C'est Discord. Discord, vous connaissez. Mais alors, on en a beaucoup parlé au moment du confinement. Le confinement? De Discord. Oui. Parce que ça marchait mieux que les trucs de l'éducation nationale. C'est ça, il y avait énormément de gens, c'était vraiment là où on pouvait discuter. C'est comme ça que les vieux ont découvert ce que c'était que Discord. C'est pour ça. Donc projet Discord, ouais, et quoi d'autre? Le Discord pour vraiment l'entraide entre élèves, le site internet avec plein de fiches de révision. Là sur YouTube, il y a une sorte de mélange entre série et vlog qui sort, où on suit un peu mon quotidien, où je donne des conseils. Donc il y a plein de choses qui viennent. Et vous arrêtez pas, vous avez quand même un peu de temps pour Sciences Po? Un peu quand même. Super. Et d'un mot, le master que vous visez, vous le savez déjà, ou vous dites j'ai quand même encore 2 ans et demi pour voir venir? J'aimerais bien un double master avec une école de commerce, mais j'espère que je l'aurai. Et... On dit rien? On a le droit de vous souhaiter bonne chance? Espérons. Il y a un bon bouquin de conseils, je vous le donne, ça s'appelle Guide de survie au lycée, mais ça vaut pour Sciences Po. C'est super sympa, c'est un jeune homme très bien, il aime beaucoup les parents l'adorent en plus. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Le bouquin, je rappelle qu'il est sorti chez Magnard. Vous restez quand même avec nous si vous voulez bien, on va vous entraîner du côté du Danemark pour découvrir Monsieur Grundtvig. Et comme chaque semaine, nous retrouvons Marie-Olivier et son cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Tout va bien? Tout va bien et vous? Super. On voyage en plus avec vous chaque semaine, soit dans le temps, soit dans l'espace. Là, les deux, c'est assez génial. Vous nous emmenez au Danemark. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un grand monsieur de la pédagogie, un Danois, Nicolai Frederik Severin Grundtvig. Un Danois qui est né à la fin du XVIIIe siècle et qui a donné vie à un système éducatif un peu hors norme, un système hors compétition, très libre et basé sur la créativité. Un monsieur qui lui-même avait plein d'activités différentes. Ah oui, alors Grundtvig, il est pédagogue, je vous le disais, mais il est aussi auteur, linguiste, poète et pasteur. Il deviendra même évêque luthérien. Ok, c'est un slasher. Voilà, un vrai slasher du 18e, 19e siècle. Il y en avait pas mal à l'époque, à la figure de l'honnête homme. Il y en avait plein, exactement. Ouais. Il a eu une forte éducation religieuse, ce qui explique certaines de ses activités, mais il a aussi été influencé par les Lumières, par les traditions scandinaves et par le romantisme allemand. Pasteur et homme politique alors aussi. Et oui, il s'engage politiquement au milieu du 19e siècle. Il devient d'ailleurs conservateur, il passe du conservateur à libéral et il fait partie de l'Assemblée constituante qui adopte la première constitution du Danemark. Et il défend donc des idées progressistes pendant toute sa carrière politique. Exact, comme l'émancipation des femmes ou la liberté d'enseignement. Et c'est d'ailleurs dans le domaine de l'éducation qu'il marque aujourd'hui encore les esprits au Danemark avec les Højskole. Højskole. Oui, c'est ça. Højskole. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des écoles, ou plutôt des lycées, parce qu'en fait, les enfants ont plus de 17 ans, donc des lycées populaires qui sont basés sur le développement de la curiosité, sur l'envie d'apprendre et sur l'interaction avec les autres. D'accord, des établissements assez particuliers, non? Oui, des établissements où il n'y a pas de notes, pas de compétition et finalement bien peu de contraintes. Des emplois du temps quand même? Pas d'emploi du temps. D'accord. Non. On est vraiment libre d'apprendre selon à la fois son rythme et ses envies. Grundtvig est en fait convaincu qu'il ne faut pas former des érudits qui vont faire carrière, mais plutôt des femmes et des hommes qui vont participer activement à la vie de la société. Ok, alors comment font, question rituelle, les élèves pour apprendre des choses si justement il n'y a pas de cadre et s'ils n'ont pas lu le guide de survie au lycée dans Sacchetti? Comment faire? Dingue. Alors il y a quand même un petit cadre, il y a des enseignants, donc qui vont les accompagner par exemple dans le développement de leur créativité, donc ils vont venir avec des présentations, mais c'est pas forcément des cours, donc ils interagissent beaucoup avec les élèves apportent aussi aux profs, et ces élèves ils peuvent choisir entre un nombre assez infini, presque illimité de matières, notamment artistiques, comme la poésie, le dessin ou encore la danse et la céramique. D'accord, c'est plutôt des matières professionnalisantes que vous citez. Alors oui, il y en a beaucoup, mais c'est pas forcément que ça. Ils peuvent aussi prendre des cours de philo ou de relations internationales. C'est très vaste. Ils font beaucoup de sport et ils ont aussi... Le sport?
Ange Sachetti. Important, n'est-ce pas ? Et ils font aussi ils ont des journées de prévention, par exemple des journées sur l'alimentation équilibrée. D'accord. Il a réinventé aussi, je crois, un peu la coéducation dont on avait déjà parlé ici, le fait que les élèves s'entraident, non, c'est pas ça ? Exactement, ils apprennent les uns des autres, ça fait vraiment partie du concept. Comme le dit le président actuel du Neuschule, l'idée c'est d'inspirer les autres et de s'en inspirer, donc c'est vraiment donnant-donnant, et c'est sur tous les plans, parce qu'il y a aussi le vivre ensemble qui est très important dans le Neuschule. La plupart de ces écoles sont en fait en internat, donc les élèves vivent ensemble et ils participent à toutes les tâches ménagères, donc ils font le ménage, ils font la cuisine, etc. D'accord, ça tient un peu des maisons familiales rurales chez nous, c'est une école de la vie quoi en somme. École de la vie, c'est d'ailleurs comme ça que Grunwick qualifiait ses lycées populaires. Des lycées pour ouvrir l'esprit, pour vivre ensemble et mettre la créativité au centre de la vie. Alors ça fait un peu utopie, ça aurait pu rester une utopie de l'époque de Grunwick, mais son modèle a traversé à la fois les époques, puisque ça existe encore, et les pays. Et les pays, ça existe, et en Scandinavie, il y en a beaucoup, alors des Højskoler ? Beaucoup, vous le dites super bien. Il y en a beaucoup, il y en a 80 en Norvège, 70 au Danemark, 150 en Suède, 90 en Finlande, mais pas qu'en Scandinavie, il y a des écoles du même type qui ont été développées en Allemagne, aux États-Unis, voire en Inde. Et il y a un programme de l'Union européenne qui a vu le jour il y a quelques années, qui est un programme d'apprentissage tout au long de la vie, donc d'apprentissage continu, qui porte le nom de ce célèbre pédagogue, Grunwick. Mais voilà, je savais que je connaissais. Le programme Grunwick, exactement. Mais qui est plutôt autour de l'enseignement professionnel, si je me souviens. Oui, c'est ça, enseignement technique. Ouais, exactement. D'accord, mais il y a Erasmus, etc. et Grundtvig. Voilà. Et bien maintenant, vous saurez d'où ça vient. Vous saurez aussi, vous saviez-vous ? Je savais du tout. Eh bien non, mais on apprend plein de trucs dans la quotidienne et sur School TV. Marie, merci mille fois. On apprend aussi plein de trucs en lisant le guide du survie au lycée, qui est un peu le meilleur copain, l'ami imaginaire préféré des lycéennes, des lycéens. Je dis ça en fait, mais probablement plus aussi des élèves de 3e, parce qu'il faut se le procurer un petit peu avant de. Oui, je pense avant que d'entrer. c'est bien. Et puis vous allez voir, c'est fort bien pour les parents. Il y a plein de conseils géniaux pour les. Enfin, c'est des trucs. Enfin voilà, on se laisse, on se repose. Ange, merci beaucoup. Marie, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage pour la préparation de l'émission. Marine Plantec et Emma Ferré et Dylan Colère qui sont en régie avec au son Saïd Mamou et Ulysse Touré à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et depuis la rentrée, vous avez aussi la possibilité de retrouver notre grand oral. Donc Ange sur toutes les plateformes de podcast.